qu'on a réduit la performance pour pas qu'elle soit plus rapide que les hypercars. Donc voilà, donc, cette fameuse hypercar. Et justement, cette voiture alpine, c'est l'ancienne Rébellion, hein, pour pas justement pour dire à nos téléspectateurs qui ont suivi le WEC depuis toutes ces années. Et bien voilà, donc le plateau pour moi, il a été vraiment très bien rééquilibré. On a pu une voiture avec 2 secondes autour devant tout le monde, où ça devenait même pas une course entre Toyota puisqu'il y avait des consignes. Là, on est vraiment dans le cadre d'un championnat du monde, que ça soit le plateau dans cette catégorie, que ça soit ce magnifique plateau avec les voitures identiques, des moteurs identiques dans la catégorie de LMP2, et bien sûr les GT avec toujours cette même bagarre et un Kevin Estre toujours aussi incisif qui mène ce peloton. Et 11e pole position en GT pour Porsche, 11e pole position consécutive avec hier donc Gian Maria Bruni qui a réalisé la pole à bord de la Porsche numéro 91. À Sebring, c'était la Porsche numéro 92 qui était en pole position. On va suivre ce proto avec le numéro 1, puisque dans ce proto, déjà, on a une femme qui est engagée, Lila Wadou, et elle fait équipe avec Charles Milesi, champion du monde en LMP2 la saison dernière avec WRT. Et puis, il y a également l'octuple champion du monde de rallye, Sébastien Ogier, Franck, qui a fait ses grands débuts en WEC à Sebring. Ouais, il a vraiment pas commencé par la plus facile. Sincèrement, il a fait vraiment le job avec une petite erreur, mais franchement, à la fin de la course, il était dans le coup et franchement, c'était la plus dure. Il a commencé vraiment par la plus dure. Et puis sa coéquipière, franchement, elle aussi, elle a fait un super job. Voilà, il faut qu'ils montent en puissance ensemble. Ils ont la chance d'avoir Charles Milesi aussi. Donc automatiquement, lui, il a un petit peu plus d'expérience, il peut les accompagner. On n'en attend rien, mais en tout cas, la bonne opération de Sébastien Ogier, c'est qu'il est arrivé dans cette discipline pour prendre ses marques en LMP2. Voilà, il va apprendre le job et quand il sera prêt, je pense qu'il pourra prétendre évidemment à aller chez un constructeur. Vous découvrez la grille de départ qui défile en bas de votre écran avec donc cette LMP2 engagée par l'équipe du Richard Mille Racing Team avec Charles Milesi qui va prendre le départ. Vous l'avez vu, elle va partir au-delà de la 10e place, cette LMP2 qui va partir en 14e position. Là on voit la grille en ce qui concerne la catégorie GTE Pro avec la Corvette qui s'est qualifiée derrière les 2 Porsche. On a ensuite les 2 Ferrari qui suivent, qui sont un peu distancés en termes de performance pure, la Ferrari numéro 51 et la numéro 52. Et puis vous découvrez l'ensemble des voitures engagées dans la catégorie GTE AM. Il faut savoir que sur les 4 premières places de la grille en GTE AM, ce sont également les 4 mêmes voitures qui s'étaient lancées des 4 premières positions sur la grille à Sebring. Donc là, il n'y a pas de changement, pas de bouleversement au niveau de la hiérarchie, avec en GTE AM la pole position réalisée par Ben Keating à bord de l'Aston Martin de l'équipe TF Sport. Et puis on vous a vu également la Porsche, la Ferrari plutôt de l'équipe 100% féminine, l'équipe Iron Dames, où il y a eu quelques changements de pilotes avec notamment Dorian Pain qui est venu intégrer ce trio de pilotes puisque Sarah Bovier a été testée positive au Covid. Oui, c'est une mésaventure pour Sarah Bovier. Elle reviendra aux 24 heures du Mans apparemment. C'est juste pour cette course à Spa. Mais bon, c'est embêtant pour elle. Elle était locale. Elle voulait bien sûr performer ici à Spa. Mais bon, ça sera pour les 24 heures du Mans. Juste comme ça, United Sport, donc, qui est le dernier vainqueur des ici à Spa et qui avait gagné également la manche en European Le Mans Series. Donc voilà, ce sont un petit peu les favoris et je suis sûr que justement WRT, on en parlait tout à l'heure, qui eux ont gagné le Mans, ont gagné le championnat, ils vont avoir vraiment à cœur de gagner ici. Donc on va avoir vraiment une belle bagarre entre ces deux équipes, plus les autres qui viendront se mêler à cette course, bien sûr. C'est Robin Freins qui va prendre le départ pour l'équipe WRT. 2e position sur la grille de départ pour l'équipe belge. C'est l'équipe AF Corset engagée en LMP2 Pro-Am qui a réalisé la pole position, équipe dans laquelle roule le français François Perraudot. Et c'est aux côtés de Niklas Nielsen et de Alessio Rovera. C'est l'Italien qui a réalisé le chrono de la pole position hier. C'était Niklas Nielsen lui, qui avait fait la pole à Sebring. Donc on voit que François Perraudot, il est bien entouré dans cette équipe AF Corset. Ouais, il a un très bon pilote avec lui. C'est une bonne chose. Ça va lui permettre de se battre. Mais bien sûr, cette voiture va rétrograder à un moment donné dans le classement général. Parce que bien sûr, c'est une LMP2 Pro-Am alors que les autres LMP2 sont avec des pros. Et il y a des vitesses de différence aussi en vitesse de pointe. La meilleure vitesse de pointe, c'est 320 pour la Toyota. Les 6 heures de Spa-Francorchamps, la 2e épreuve de la saison du championnat du monde d'endurance, le WEC, ça débute en direct sur Eurosport avec en pole position pour la première fois la Glickenos sur la gauche de votre image. La Glickenos
de l'équipe américaine de James Glickenhaus, le producteur de cinéma. Et c'est parti donc pour 6 heures de course avec l'Alpine en deuxième position. Oh, le freinage des deux Porsche derrière et en GT. Déjà la grosse bagarre entre les deux Porsche officiels avec la numéro 92 qui a fait le freinage à la numéro 91. Et la Ferrari qui va peut-être faire l'intérieur ici. Bon, on est passé bien sûr sur la tête de la course, mais c'était très chaud entre les deux Porsche, plus la Ferrari qui était à l'intérieur. Il y a eu un contact d'ailleurs. Ah oui, il y a eu contact, sérieux. Et ici, la Toyota qui essaye de prendre la tête tout de suite à la Glickenhaus. En faisant non, on va rester sagement derrière. La Ferrari de l'équipe Iron Dems qui est bloquée, stoppée dans un bac à gravier. C'est Christina Nielsen, la danoise, qui a remplacé Michel Gatting à contact de Sarah Bovy. Donc Christina Nielsen qui s'est fait piéger au moment du départ. Pas mal de contacts, on l'a vu notamment entre Kevin Estre et Gianmaria Bruni au niveau de l'épingle de la source. Il y avait peut-être une consigne, peut-être qui était en tête au premier tour, on ne sait pas trop. En tout cas, ça a été vraiment très mouvementé, très chaud entre les deux. Et là, on a vu, la Glickenhaus prend un petit peu dans la partie sinueuse ici du circuit. Oh là, ça c'est... voilà le contact de Gianmaria Bruni. Alors on ne s'est pas fait de cadeau. Porsche, ça va pas être très apprécié, je pense. Dès le premier virage. Avec des conséquences, parce que là c'est très tôt dans le circuit. Il va devoir faire tout le circuit comme ça sur 3 roues. Cette Porsche va perdre beaucoup de temps. Quand vous roulez chez un constructeur, c'est pas très apprécié ce genre de contact. Mais surtout ça va nous faire une bagarre à 1 contre 1. Safety car, ils ont de la chance, il y a safety car, donc ça va permettre à la Porsche de ne pas perdre trop de temps, parce que tout le monde va ralentir. Donc du coup, il va pas pouvoir rouler à la même vitesse que le safety car, mais il va pouvoir en tout cas rentrer en perdant moins de temps. Parce que là, on ne peut pas sortir la voiture. Il faut vraiment faire une intervention. Elle est posée sur le fond plat. Et donc automatiquement on ne peut pas prendre le risque de mettre tous ces commissaires bénévoles ici et un engin. Et un engin. Pour la sortie. On voit le contact. Alors on ici. voit justement Paul ce qui s'est passé là. C'est involontaire. On peut voir alors j'ai pas vu qui était à l'intérieur, mais en tout cas il est à l'intérieur et c'est plus la Porsche qui est à l'extérieur qui a un petit peu surviré et qui est venu rentrer au contact. Et voilà. C'était Kevin Estre à l'extérieur et Gianmaria Bruni à l'intérieur. Donc voilà, donc je pense que les deux ont essayé de se laisser de la place mutuellement. Malheureusement Kevin Estre, lorsqu'il a touché le vibreur, sa voiture a un petit peu raquetté et elle est venue au contact de Gianmaria Bruni. Je pense que c'est plus un fait de course qu'autre chose. Il n'y a pas une volonté réelle de contact entre les deux pilotes. C'est pas de chance, mais là pour le poleman, ça va être un problème parce qu'il va perdre du temps. La course n'est pas finie, il reste 6 heures bien sûr, mais ça va être compliqué. Vous avez vu déjà la première conséquence du retour des bacs à gravier quand même. Ah ben voilà, mais c'est très bien. Ferrari qui sort. Moi personnellement, je suis ravi. J'étais vraiment contre ces espaces en bitume. Les pilotes prenaient l'habitude de sortir. Vous faisiez une faute, il n'y avait aucune conséquence. Au moins aujourd'hui, une petite erreur et la conséquence elle est là. Si vous aviez eu encore justement le bitume à l'extérieur, je pense que Kevin Estre aurait complètement ouvert sa trajectoire, il serait parti sur le bitume, ça aurait évité le contact entre les deux voitures et la course continuait. Là il n'a pas pu aller à l'extérieur, donc il a dû contraindre un petit peu son volant, ce qui a mis un petit coup de raquette à sa voiture et ils sont rentrés en contact. Et Christina Nielsen aurait pu repartir également. Exactement. On n'aurait pas eu de safety car. On revoit le départ avec vous Franck Lagorce, on profite de ce safety car avec l'Alpine qui a essayé de passer à l'extérieur, de prendre l'avantage sur la Glickenhaus pilotée par Olivier Pla. Finalement Olivier Pla il est bien parti. On va voir qu'il y a une LMP2 aussi qui a essayé de s'intercaler. Ouais, c'est pas qu'il a loupé son départ avec l'Alpine, c'est tout simplement qu'il s'est retrouvé à l'extérieur un petit peu coincé. Alors vous avez vu, là on le voit, il a les freins bien sûr ne sont pas chauds, les pneus ne sont pas chauds, donc ça passe limite. Et à la sortie, il y a ce petit contact sur la bordure, comme dit Paul, et malheureusement, il a déjanté. Mais voilà, c'est vrai que quand il y a des bacs à sable, ça devient plus dur. Je pense que Jean-Marc Brunet va avoir un peu les boules quand même, parce que le freinage de Kevin Estre est un petit peu optimiste. Ah oui, les pneus sont et pas déjà, il ouvre complètement, il le laisse passer heureusement, parce qu'autrement, je pense qu'il le coupe en deux. Il s'est fait, comme le dit Franck, il s'est fait piéger avec ses pneus froids. Et du coup, Jean-Marc Brunet, il a tout fait pour éviter le contact, il a pris le contact. Et là, il rentre tout doucement pour justement pas abîmer l'extracteur, pas abîmer le fond plat. C'est très important. Et la chance qu'il a, c'est qu'on est sous safety car. Et donc, il va pouvoir repartir, réparer. Et là, le problème avec des bacs à sable, c'est que la voiture elle est pleine de gravier. Et donc, ça peut aussi endommager, par contre, certaines crevaisons derrière, puisque quand vous allez freiner, tous les graviers vont doubler la voiture. Bon, il n'a pas un tour de retard encore, donc pour l'instant, on va dire que c'est pas dramatique. Pour l'instant, il est toujours dans le même tour.
On n'a pas le plan du circuit pour voir où sont les autres autos. Enfin, en tout cas, la queue derrière le safety car. Donc pour l'instant, ils vont lui changer le pneu. Il va pouvoir repartir, je pense, très vite. Ils vont faire un check rapide pour être sûr que, vous voyez ici, la voiture est sur la jante, être sûr que le fond plat n'est pas trop abîmé. Et l'extracteur, c'est qui peut avoir des conséquences sur la performance de la voiture. Et ils ont perdu une roue. C'est surtout ça, c'est qu'ils ont perdu un pneu sur l'allocation totale de la course. Donc là, ils ont un pneu en moins, ce qui va être compliqué. Et on voit les stigmates du contact. Hein. Donc il y a bien eu un gros contact avec les marques de pneus de l'autre voiture. Donc c'est d'où ça a déjanté. Les voilà les voitures, elles sont ici. Et heureusement donc, que il aura c'est neutralisé pour la Porsche numéro 91 parce que c'est arrivé au tout début du tour à l'épingle de la source. Donc faire un tour à Spa-Francorchamps, les 7 km comme cela au ralenti. On voit d'ailleurs dans l'habitacle des voitures l'indication pour le pilote SC Safety Car. Ouais, mais là c'est plus compliqué. On met la voiture, on va rentrer la voiture sûrement. J'ai l'impression qu'ils vont c'est rentrer la voiture. C'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, à la radio, on va rentrer la voiture. Non, ils changent les roues. Alors, non, ils remettent les vieux pneus. En fait, voilà. Et ouais, mais là, il perd un tour du coup. Ça y est, il est un tour derrière. Vous voyez ici la tête de la course qui passe. J'ai pas bien compris la manœuvre. Je pense qu'il voulait pas, à mon avis, il voulait le faire repartir avec des pneus rodés et pas le faire repartir avec des pneus neufs. Je pense tout simplement. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Bon ben voilà le premier coup de théâtre. Alors elle va ressortir cette Porsche numéro 91, elle va attendre au bout de la voie des stands que l'ensemble du plateau soit passé. Ils pouvaient sortir s'ils avaient laissé les pneus, ils auraient eu le temps de sortir, mais là la stratégie a changé en cours. Alors peut-être il y avait déjà le feu rouge, hein. On n'a pas vu, je pense que le fait que les voitures arrivaient, c'est peut-être la raison pour laquelle ils se sont dit que de toute manière le tour était perdu, donc peut-être ils ont rechangé. Le premier fait marquant donc de cette course, c'est la Porsche numéro 91 qui partait de la pole position en GTE Pro, qui a été impliquée dans cette lutte fratricide déjà face à l'autre voiture de l'équipe pilotée par Kevin Estre. Et elle repart donc avec un tour de retard, elle repart derrière tout le plateau. On rappelle le classement, c'est Olivier Pla qui a conservé l'avantage au départ. En revanche, les Toyota sont très bien parties, hein, Franck, puisqu'elles sont parties devant elles ont réussi à doubler l'Alpine. Donc les Toyota ont toutes les deux gagné une position. La 8 avec Sébastien Buemi, deuxième, et la numéro 7 avec Mike Conway en troisième position. André Negrao lui a perdu 2 places, le pilote alpine. Il y a un gros avantage pour les Toyota, c'est qu'elles ont 4 roues motrices au-delà de 180, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que elles ont la meilleure vitesse de pointe, hein, pas loin de 319 km/h. Et quand on sait que l'Alpine est à 307 km/h, automatiquement il y a un gros décalage. Alors automatiquement, pneu froid quand vous avez 4 roues motrices, c'est un avantage. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont pu faire une bonne opération. Après, bon, on l'avait dit, hein, quand vous avez des pilotes comme ça dans les autos, ils ne cherchent pas à comprendre au premier freinage. Si c'est chaud-froid, ils y vont. Kevin Estre donc qui s'est emparé de la tête dans la catégorie GTE Pro. Dans la catégorie LMP2, hein, on a vu qu'il y avait une voiture qui avait essayé de s'intercaler parmi les hypercars au moment du départ. Hein. C'était une des deux voitures de l'équipe Jota engagée, hein, celle qui est d'Acosta, engagée avec Antonio Félix d'Acosta, qui a pris un excellent départ parce qu'il n'était pas dans les premières positions en qualification avec cette LMP2. Donc il a réussi à se faufiler et à prendre l'avantage dans cette catégorie devant Sean Gelael pour l'équipe WRT. Alessio Rovera, lui qui partait de la pole position, pointe au 3e rang devant l'équipe Prema avec Lorenzo Colombo 4e. Et ça repart à l'instant même, fin de la neutralisation qui aura duré un petit peu moins de 10 minutes. Et ça repart donc avec Olivier Pla aux commandes devant les deux Toyota et l'Alpine en 4e position. Olivier Pla, il va falloir qu'il joue fin parce qu'il y a pas mal de différences de vitesse de pointe. Regardez, on le voit zigzaguer, il chauffe un petit peu les pneumatiques pour essayer de récupérer une température de pneu à peu près à 80-85 degrés. Ouais, donc c'est quelques minutes de neutralisation, hein, ça permet justement à réduire un petit peu la différence de consommation entre l'Alpine et la Toyota. Notamment, on va voir pour les Glickenhaus ce qu'il en est, puisqu'on ne l'a pas vu rouler encore jusqu'à maintenant. Mais ce qui est sûr que c'est plus à l'avantage de l'Alpine qu'à l'avantage de la Toyota dans ces conditions-là. Ils vont peut-être pouvoir avoir une position un peu plus agressive en termes de map moteur et essayer justement de compenser cette économie en étant plus agressif. C'est quand même un sacré changement dans la catégorie hypercar parce que la saison dernière c'était les Toyota qui avaient remporté toutes les courses du championnat. Il y avait une pole qui leur avait échappé qui avait été remportée par l'Alpine, c'était à Portimao au Portugal.
Mais là, sur les 2 premières courses de la saison, on voit qu'il n'y a eu aucune pole position pour Toyota et qu'en course, eh bien, elles sont pour l'instant bien bousculées par la Glickenhaus et par l'Alpine. C'était plutôt l'Alpine à Sebring. Là, il semblerait que ça soit plutôt la Glickenhaus. On va voir si elle peut tenir sur l'ensemble de la course. On rappelle que la Glickenhaus était 3e à Sebring. C'était le premier podium de l'équipe américaine en wake. Bagarre en GTA entre les deux Aston Martin. C'est sûr que ce qui va être intéressant, c'est de voir la dégradation de la Glickenhaus, déjà au niveau des pneumatiques. Là, on voit en tout cas sur le début de course, elle a les pneumatiques tout de suite en température et ils arrivent en tout cas à prendre un tout petit avantage sur la Toyota. Après, il faudra voir justement d'ici 2-3 tours ce qu'il en est, si la Toyota revient. Et puis surtout, l'autre facteur très important, ça va être la consommation d'essence justement de cette Glickenhaus face à cette hypercar qui a un moteur hybride. Et ce qui n'est pas le cas sur la Glickenhaus, puisque la Glickenhaus n'a un moteur uniquement atmosphérique, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui est fort aussi, Franck, c'est que du côté de l'équipe américaine, on n'a pas roulé, on n'a pas effectué le moindre kilomètre entre les 24 heures du Mans qui ont eu lieu à la fin août, à la fin du mois d'août 2021, et Sebring qui a eu lieu au mois de mars 2022. Il n'y a pas eu d'essai effectué. Bon, il y a sûrement eu des modifications, piste, oui, c'est-à-dire qu'ils ont sûrement fait quand même pas mal de modifications parce que pour être devant, la BOP n'a pas tout fait. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on modifie la balance of performance que ça change tout. Donc automatiquement, ils ont bien travaillé. On a vu une voiture qui a été modifiée légèrement aussi en aéro. Donc voilà, c'est pas un hasard non plus s'ils sont en pole position. Et la Corvette qui a l'air pas mal parce qu'elle met vraiment un peu trop coupé ici. Je pense qu'on va le rappeler à l'ordre. En haut, il fait des appels de phare, mais il avait quand même bien coupé en haut du raidillon. Et on le voit à l'aspiration. Il va tenter ici à l'aspiration pour freiner aux combes. Et là, avec un peu de difficulté, malgré l'aspiration, il doit y avoir 1 ou 2 km/h maximum de différence. Ouais, mais c'était limite. Le passage dans les combes, il a quand même bien, dans le raidillon, il a quand même bien coupé derrière. Peut-être on aura une image au ralenti sur ça. Mais on va voir si la Corvette arrive à aller mettre aussi la pression sur la Porsche. Maintenant, ça va être intéressant. Elle est passée en 2e position, la Corvette, qui est donc engagée désormais sur l'ensemble du championnat du monde, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Alors je ne sais pas qui est au volant de la LMP2 qui est devant, mais ça va pas très vite parce qu'il va se faire doubler puis il gêne une GT, ça c'est quand même assez rare. Je ne sais pas qui est dans la 44, mais ça avance pas tellement. Il va falloir qu'il se réveille, je suis désolé. Miroslav Konopka là, que vous pointez du doigt, Paul Belmondo. C'est un nouveau copain. Non, c'est mon copain, il est prudent, peut-être il met une mise en route, mais enfin bon... Avec une LMP2, ça va quand même nettement plus vite qu'une GT. On retrouve le leader. Il doit pas faire chauffer ses pneumatiques. Non, mais je vais mettre une deuxième couche. C'était déjà le cas à Sebring. Bon, ça va. Il est constant. Il est constant. Et la Glickenhaus qui reste en tête pour l'instant. On va regarder son temps au tour. Dernier tour 2.05.4, 2.05.2 pour la Toyota, donc un tout petit peu plus vite, qui prend du coup le meilleur temps en course pour l'instant. Et André Grau. Et Paul, regarde, André Grau qui tient bien le rythme. Il est à peine une seconde de la Toyota qui est 3e. Il est dans le coup avec cette Alpine. Même si le départ a été un petit peu loupé, pour l'instant ils sont là. Et puis la Glickenhaus, elle tient vraiment la dragée haute à Toyota en ce début de course. Mais ça y est, on sent la Toyota tout doucement qui commence à augmenter son rythme. Là ici bien sûr le grosse bagarre en LMP2. Avec l'équipe Prema qui est donc engagée sur l'ensemble de la saison avec le pilote italien Lorenzo Colombo qui est à la 4e place dans cette catégorie. On voit que les LMP2 ne sont pas largués en ce début de course. Il y avait 1,5 seconde d'écart en qualification entre la meilleure LMP2 et la meilleure hypercar, donc la Glickenhaus. Et là on voit que dans ce début de course, Antonio Félix d'Acosta qui est 5e. Finalement il est pas très loin, il est seulement 2 secondes derrière l'Alpine. Ouais. C'est serré, ces LMP2 sont très performantes, très proches, puisqu'elle est seulement à 6 secondes 2 de la tête de la course, de la Glickenhaus, qui elle pour l'instant a 1,5 seconde. Alors on voit dans la partie sinueuse, elle augmente son avance, et puis dès qu'on arrive dans la partie un peu plus rapide, c'est au contraire, c'est la Toyota qui se rapproche. Donc là on a 1,5 seconde, mais sur l'ensemble du tour, ça reste aux alentours de la seconde. On verra à la fin de ce tour si la Glickenhaus arrive
améliorer son meilleur tour qui pour l'instant est en 2,05 448 face au 2,05 298 de la Toyota. La troisième Toyota est un tout petit peu en retrait, on va dire qu'elle est là en observation et pour l'instant c'est cette Toyota numéro 8 qui met la pression sur la Glickenhaus numéro 708. Des écarts très serrés. Après un quart d'heure de course, on voit que les Toyotas sont à l'affût, en embuscade derrière Olivier Plat. On va se quitter quelques instants. On vous rappelle bien sûr le programme sur Eurosport 2. On va être ensemble sur ces 6 heures de Spa-Francorchamps jusqu'en milieu d'après-midi sur ce que l'on appelle le linéaire, donc sur Eurosport 2. Et puis ensuite, vous pourrez continuer de nous suivre sur le digital, sur l'application Eurosport et sur eurosport.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà nous suivre sur l'application Eurosport si vous ne voulez rien rater de ces 6 heures de Spa-Francorchamps, puisque bien sûr, il n'y a aucune pause publicitaire sur l'application Eurosport. Nous, on va se quitter quelques instants sur Eurosport 2, le temps d'une courte pub et on va revenir à Spa-Francorchamps. On va continuer de suivre cette bagarre passionnante à l'avant de la course, que ce soit dans la catégorie hypercar ou même pour les GT. On voit que c'est serré pour l'instant avec notamment la Corvette qui essaye de tenir tête au Porsche. La Corvette qui est aux mains en ce début de course de Nick Tandy. On a une Porsche, une Corvette et une Ferrari aux 3 premières places avec donc le fait de course marquant. C'est le problème dès le départ de Gian Maria Bruni qui s'est accroché avec l'autre Porsche, celle de Kevin Estre. Et on notera pour l'instant que la Toyota qui est la première de la catégorie LMP2, eh bien elle est pas loin, elle est à 7 secondes du leader. Alors on va reporter un petit peu la pause publicitaire parce que vous voyez la Porsche numéro 91 est à nouveau de retour devant son box, Paul. Ouais, ils vont changer, on a vu, ils vont changer une roue apparemment. Apparemment il doit y avoir un problème. On va écouter ce que dit la direction de course. Donc on voit apparemment un petit problème pour la 91 aussi, non-respect du safety car, donc peut-être elle a été trop vite sous le régime de safety car. Vous savez, il faut respecter un pourcentage de vitesse sous le safety car et peut-être elle a tout simplement dépassé ou une relance trop tôt. Par rapport lorsque la course a été relancée, donc on saura exactement ce qu'il en est. Ce qui était déjà arrivé, Franck, à Sebring pour les 2 Porsche officiels, on se souvient, elles n'avaient pas respecté la procédure de départ en début de course et du coup elles avaient été pénalisées de 10 secondes durant leur deuxième ravitaillement. Ouais, normalement on essaie de ne pas faire 2 fois la même erreur, mais bon, c'est encore une fois voilà, on a la pression du pilote, il y a la pression de la course, il y a une erreur qui a été faite, on sait très bien qu'on va se faire taper sur les doigts, donc bon voilà, je ne veux pas l'excuser, mais encore une fois après mentalement on rentre dans un système qui n'est pas objectif et puis on prend un tour, voilà, donc c'est compliqué à gérer. Alors, ce qui est dommage, c'est que la réalisation n'est pas restée sur la Porsche. On aurait pu voir s'ils avaient changé une roue ou 2 roues ou voire 4 roues. Donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, pour quelle raison cette Porsche est de nouveau rentrée dans les stands, mais on aura sûrement l'info un peu plus tard. En tout cas, là, la bagarre continue ici en LMP2. Et on n'en a pas parlé quand même, mais Emmanuel Collard, eh bien, il est 10e avec le team Penske, avec cette voiture jaune. Manu Collard, le pilote français, c'est bien, hein. 6e en catégorie. 6e en catégorie, c'est super ce qu'il fait. Il est revenu cette année, c'est courageux de sa part. Et la pression reste entre la Glickenhaus et la Toyota numéro 8. Là c'est passé sous la seconde depuis tout à l'heure. Les écarts sont entre 1 seconde 2 et 1 seconde 5. L'autre Toyota reste au contact à la 2 secondes 1. Et puis pareil, l'Alpine un tout petit peu en retrait puisqu'elle est à 3 secondes de la dernière Toyota, mais reste dans les 5 secondes. Et c'est juste les LMP2 qui maintenant progressivement commencent à décrocher par rapport à la tête de la course. Blanchimont, voilà, on va arriver ici à fond. Et on voit cette partie là de bac à sable qui n'existait plus et qui a été remise. On quitte quelques instants les hypercars pour revenir dans cette bagarre féroce qu'il y a dans les 2 catégories GT, notamment en GTE-AM où on a ce week-end 5 Porsche, 5 Ferrari et 3 Aston Martin. Les Aston Martin très rapides, c'est le cas notamment de la numéro 33 qui est engagée par l'équipe TF Sport. Alors là il y a eu quelques évolutions au niveau du poids, au niveau de la balance de performance en GT. C'est le cas donc pour l'Aston Martin de l'équipe TF Sport qui est en pole position, qui a 10 kg de plus par rapport à Sebring, avec un poids total désormais de 1257 kg pour l'Aston Martin, avec notamment Ben Keating qui est très performant à son volant et qui a pris le départ.
Attention, la Toyota commence à être de plus en plus pressante. On va rentrer dans le trafic. Ça va peut-être être à l'avantage de la Toyota. Justement, elle est de nouveau au contact. Il y avait une seconde à la sortie du raidillon. Et là, ça y est, elle est derrière. Elle est à la SPI. Il y a eu beaucoup de prudence de la part de Olivier Pla. Il a raison, c'est une course d'endurance. Et du coup, Buemi lui met une grosse pression derrière. Bon. Et voilà, Buemi dit beaucoup de sous-virages, très dur d'attaquer. Ça doit être très dur de suivre aussi, parce que vous imaginez bien que quand vous avez du sous-virage, vous êtes déventé devant, donc ça augmente ce phénomène. Ça va risquer une dégradation des pneus arrière, des pneus avant aussi, qui vont peut-être un petit peu surchauffer. Donc on sent une voie d'un Buemi quand même assez perturbé par ce sous-virage. Et là, au contraire, là, c'est du coup, c'est ça le trafic. On a vu tout à l'heure, ils étaient revenus au contact. Et là, là, ils ont perdu le contact du coup. Et ça va ramener à plus d'une seconde. Oui, du coup, Mike Conway s'est un peu rapproché de la Toyota numéro 8. Troisième position, Mike Conway. Et un petit peu d'air pour Olivier Pla maintenant, qui a un peu plus d'une seconde d'avance sur ces deux Toyota. Une seconde et demie. Du coup, ça permet aussi à l'Alpine de se rapprocher. Tout à l'heure, on était aux alentours des 6 secondes. Et là, maintenant, on est à moins de 5 secondes. Donc voilà, la malchance du trafic. Mais bon, tout au long de la course, ça va changer. De temps en temps, c'est plus un, plus l'autre qui est gêné avec le trafic. Souvenez-vous, messieurs, de cette scène que l'on avait eue avec la pluie à Sebring. On avait arrêté la course un petit peu plus tôt, on va pas en reparler, il y a eu assez de débats là-dessus. En tout cas, l'orage. Oui, à cause du tonnerre. Voilà. Tonnerre, parce que l'orage, ça fait pas arrêter les voitures. Bref, souvenez-vous de ça. Et bien justement, là, la pluie en ce moment, il pleut juste en haut du circuit, pas très loin de Spa. Et après, ça devrait s'arranger et on ne devrait pas avoir de pluie en fin de course. Mais en tout cas, la pluie n'est pas loin pour l'instant de ce circuit qui est très long en distance. Donc voilà, c'est dans cette zone-là qui pas loin tombe quelques gouttes. C'est toujours le cas. À Spa, la pluie, elle est jamais très loin. Si vous n'êtes pas à Spa, il pleut. S'il pleut pas, vous n'êtes pas à Spa. Alors, Antonio Félix d'Acosta. Et voilà. La grenouille Lagorce avait raison. Parce que voilà, il vient juste d'annoncer quelques gouttes d'eau sur le circuit. Donc voilà. Donc Monsieur Météo a eu le nez. On va regarder, ça va sûrement se ressentir au niveau des chronos. Là, déjà, on va voir les premières gouttes apparaître. Ça, pour l'instant, on est encore dans les temps. Le problème, c'est que là, ils sont dans le trafic. Je cherche pas de boulot pour faire la météo Eurosport. Donc, ça va être. Vous le feriez très bien. Mais on sent que Buemi, lorsqu'il a, en tout cas, il a un air propre, il arrive à se rapprocher de la Glickenhaus assez facilement. Et on a vu à sa radio, au contraire, lorsqu'il est plus proche, ça augmente son sous-virage et ça devient compliqué pour lui de doubler. Alors, on revoit ce départ. On va voir peut-être en GT s'il y a eu un souci au niveau de la procédure de départ. En tout cas, là, pour les premières positions. Alors, on revoit ce qui s'est passé donc avec notamment les voitures qui s'est lancées depuis les premières positions. Là, on est à bord de la Toyota numéro 7. Et on voit l'écran en face du pilote, green, ça veut dire qu'il peut accélérer. Et derrière, l'autre écran derrière, c'est le rétroviseur digital. Il y a un drapeau jaune, donc il y a une voiture, je crois, qui est sortie, il me semble, à l'arrêt de bus, si j'ai bien vu. Alors si c'est à l'arrêt de bus, ça sera pas... Hop, c'est fini. Alors là, on revoit les différents ralentis du départ à bord des voitures qui s'est lancé dans les 4 premières positions. Là, on est un peu plus loin maintenant avec la LMP2 de l'équipe United Autosport. C'est sûr qu'on aurait mis un pilote un peu plus incisif que Negrao au volant de l'Alpine au départ. Parce qu'on a quand même Vaxivière, Lapierre, c'est autre chose. Au niveau du départ, là le freinage un peu en freinage de Kevin Estre devant John Maria Bruni. Et c'est là le contact. Et lorsqu'il passe de l'autre côté du vireur, il part en survirage. Et c'était comme dirait mon ami, gravier, comme dirait mon ami Gilles de la Posta, un freinage Ave Maria. Là c'est un freinage à la Joe Martin. Voilà, c'est ça. Et c'est passé. Mais en revanche, Jean-Marie Bruni en a fait les frais. Et on a revu cette action sous tous les angles, et notamment aussi la Ferrari
de l'équipe Iron Dames qui a été ralenti. Le retour dans les stands pour la Porsche numéro 91, ça c'était il y a quelques instants. Et là on revient sur les images du direct. On va voir si la pluie s'intensifie. Vous nous avez annoncé quelques gouttes. C'est également ce qu'a dit à la radio Antonio Félix d'Acosta, le leader de la catégorie LMP2. Pour l'instant, au niveau des chronos, Paul, il n'y a pas de significative. Non, ils sont en 2.06.9, 2.06.7. Pour l'instant, on va dire, ça, vu le trafic sur lequel ils sont passés, c'est des chronos à peu près normaux, parce qu'ils étaient en 2.05, des hauts 2.05 avant ça. Donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de gros changements. On est dans la catégorie LMP2. Avec le leader de la course donc, qui est Antonio Félix d'Acosta. En revanche, l'homme de la pole position, là on le retrouve, il est en 3e position. Ouais, il fait une bonne course, pour l'instant il reste là. Alors bien sûr, c'est AF Corset. On sait que AF Corset vont faire rouler les Ferrari officiels en hypercar. Donc je pense que c'est pas un hasard de voir ce team AF Corset en LMP2 être là et être aussi bien placé. Après, on peut parler aussi du fait que Audi va en Formule 1. Ouais. Donc normalement, avec Porsche, voilà. Donc Audi Porsche ou une Porsche Audi. Voilà, donc normalement, ça serait compliqué d'avoir peut-être un double programme pour Audi en WEC. On espérait que Audi allait revenir en championnat du monde d'endurance. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il est revenu au contact. Il est plus qu'à 4 dixièmes. Là, c'est le trafic qui a été au désavantage de la Glickenhaus. L'entrée dans la forêt là avec donc les deux voitures de la catégorie LMP2 qui se battent pour la 3e place. Ici, Alessio Rovera en bagarre avec Lorenzo Colombo. Et seulement 3 dixièmes entre la Toyota et l'hypercar de la Glickenhaus. Voilà, différence de vitesse de pointe entre une hypercar et une LMP2, 10 km/h d'écart. Ici à Spa-Francorchamps. Cette Toyota qui est juste derrière. La 7 derrière la 8 et la 8 c'est derrière la Glickenhaus 708. Pas de dépassement pour l'instant, on continue de se suivre avec une seconde d'écart seulement entre le leader qui est donc Olivier Plat et le 3e Mike Conway. Les deux Toyota sont à l'affût pour l'instant. Alors il faut rappeler aussi dans la chronologie de la semaine des essais, lors des 2 premières séances d'essais libres, ce sont des LMP2 qui ont réalisé le meilleur chrono devant les hypercars. Alors à ce moment-là aussi, se poser la question de savoir si les hypercars étaient dans une stratégie de travailler pour la course et les LMP2 dans la stratégie d'effectuer un tour rapide. Mais il faut rappeler quand même que ce sont les LMP2 qui étaient les plus rapides en début de semaine. Donc on a des LMP2 qui sont compétitives. C'était déjà le cas à Sebring par rapport aux hypercars. L'écart est assez peu élevé finalement. Regardez, regardez l'Alpine qui est à 7 secondes de la tête. Et la première LMP2, Antonio Félix d'Acosta, il est seulement à 10 secondes. Donc il est 2 secondes derrière l'Alpine seulement. Pour l'instant, peut-être les 27 chevaux de l'Alpine la pénalisent un tout petit peu trop sur ce circuit. On va attendre, c'est très tôt dans la course, mais pour l'instant, c'est la seule qui a un tout petit peu de mal à suivre le rythme, même si c'est pas dramatique puisqu'elle n'est qu'à 8 secondes et demie pour l'instant de la tête de la course. Mais en tout cas, entre la Glickenhaus et les Toyota, c'est très serré parce que les 3 voitures se tiennent en 1 seconde et demie. Alors, il faudra voir les temps en course aussi avec un Mathieu Vaxivière, extrêmement rapide, et un Nicolas Lapierre. C'est pas ton copain. Non, j'ai pas de copain, moi, c'est pas le problème. C'est que quand on voit que la voiture arrive à faire un 2e temps, une première ligne, c'est sûr que là en course, il s'est un petit peu en retrait, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Et là, on voit que les 2 Toyota, est-ce qu'il va y avoir un jeu avec les 2 Toyota? Parce que j'ai l'impression que la 7 est un poil plus rapide. Que la 8. J'ai l'impression que la 7 est en train de mettre. Elle est encore bloquée là ici dans cette section, les 2 Toyotas qui profitent encore une fois à la Glickenhaus. C'est souvent le cas dans ce secteur, les Toyotas sont gênés dans le trafic. Bon, là c'est la Glickenhaus, elle a de la chance qu'elle ne va pas être gênée à la sortie de Pouhon, au contraire des 2 Toyota qui risquent d'être bloqués par la Ferrari, qui elle bien sûr fait sa course. On voit la Glickenhaus a réussi à passer juste devant. Elle va pouvoir avec un air propre ici dans ces 2 virages du campus et attaquer à pleine vitesse la ligne droite vers Blanchimont, ce qui n'est pas le cas ici de la Toyota, qui est un petit peu dévantée, qui ne peut pas prendre la pleine vitesse, qui est obligée de rentrer à l'intérieur ici, donc qui va perdre un peu de temps dans cette longue ligne droite vers les 2 virages de Blanchimont.
Et là, au contraire, voilà, là c'est les Glickenhaus qui est gêné à l'arrêt de bus et hop, l'écart est refait. Et ça va être comme ça tout au long de cette remontée du trafic pour ces leaders de la course. Bon, James Glickenhaus, le patron de l'équipe, disait avant le départ que les organisateurs finalement ont très bien travaillé sur la balance de performance. Il faut au moins reconnaître que là maintenant on a une véritable bagarre. Les Toyota ne sont plus seuls devant. C'était pas le cas la saison dernière par exemple. On avait un cavalier seul des Toyota. Là au moins il y a un intérêt sportif avec l'Alpine et la Glickenhaus capable de batailler avec les deux Toyota. Ouais. Surtout sur un circuit de 7 km. Quand on voit le peu d'écart avec des voitures qui sont toutes les trois dans le 3/10e, 7 km c'est génial, parce que si vous avez comme l'année dernière sur un 7 km une voiture qui a 1,5 seconde ou 2 secondes, je vous laisse voir aux 24 heures du Mans, ça devient déjà inintéressant sur 13 km et quelques. Donc là je pense qu'effectivement on n'est pas loin de la vérité, et aux 24 heures du Mans on va assister avec le peu de différence que l'on a là, en tout cas en qualif, je pense qu'on va assister à des 24 heures du Mans assez magiques, une fois de plus. Hop hop. Très très chaud là, ce déplacement dans la catégorie LMP2 là, avec un retardataire qui était au milieu. Il y avait une Porsche et c'est justement les deux pilotes que l'on suivait là depuis tout à l'heure, Lorenzo Colombo et Alessio Rovera, qui se battent pour la 3e place en LMP2. C'est passé à droite à gauche, là fallait pas bouger pour le pilote Porsche. Il faut surtout pas lever, une fois que vous avez mis le roue dans la terre, surtout faut rester à fond. Tout le monde a bien fait le boulot, parce que ce soit ceux qui ont doublé par les deux côtés et le pilote Porsche au milieu qui n'a pas bougé d'1 millimètre, parce que ça rappelait un peu Schumacher-Hakkinen en Formule 1. Ouais. Mais bon, là c'était Schumacher-Hakkinen, donc ça va quoi. Mais là au milieu il y avait peut-être un pilote amateur dans la Porsche, donc ça a été du bon boulot de sa part. Et la bagarre continue dans cette catégorie LMP2. Et ça va durer pendant encore un peu moins de 5h30 cette bagarre en LMP2. Ils vont pas se lâcher. Il y a beaucoup de concurrence dans la catégorie LMP2. On a vu WRT donc réaliser le meilleur temps lors de la première séance d'essai libre. Ensuite, c'était l'équipe Penske lors de la 2e séance d'essai libre. On a vu aussi l'équipe Prema qui était performante et qui avait signé le meilleur temps de la catégorie LMP2 lors de la 3e séance d'essai libre. Et c'est AF Corse qui a signé la pole. Donc ça vous montre bien un petit peu l'éventail d'équipes qu'il y a, tous les protagonistes qui peuvent viser la victoire dans cette catégorie LMP2. Ils sont nombreux, sans parler encore de Jota ou encore de United Autosport. Et Lorenzo Colombo, que l'on voit ici, un autre jeune pilote de monoplace, puisqu'il était en Formule Renault, et lui aussi a fait comme Charles Milesi, le pas de la Formule Renault vers l'endurance. Voilà, deux garçons qui vont pas aller plus loin en monoplace, mais qui vont se concentrer sur une carrière d'endurance. Ce qui est intéressant sur cette pop qu'ils ont faite, puisqu'on voit que la Glickenhaus pour l'instant arrive à tenir tête aux deux Toyota, et de l'autre côté Toyota ils peuvent pas non plus se dire avec une voiture on va assurer tranquille et laisser l'autre se battre. C'est que vous avez l'Alpine qui est juste derrière, donc ça les oblige à continuer à rouler, ça va les obliger à se battre aussi. Ils pourront pas faire des accords de course, parce que justement ils sont pour l'instant encadré par deux autres marques différentes, donc c'est intéressant. On a vraiment une course bien lancée dans cette catégorie hypercar, tout comme celle du LMP2 où là ça se bat comme c'est pas possible depuis tout à l'heure pour la victoire, le podium. C'est très serré puisque pour l'instant on a toujours Félix Dacosta qui est en tête, et on a donc ici Sien Galel avec la WRT qui est 2e. Oui, c'est revenu derrière lui avec Lorenzo Colombo et Alessio Rovera. On se quitte quelques instants, à tout de suite. On continue de suivre l'avancée de cette course. Pour vous les abonnés sur l'application Eurosport et sur eurosport.fr, avec toujours ce trafic maintenant là pour les voitures de la catégorie LMP2, notamment donc pour ces équipes qui se battent là actuellement pour le podium. Attention à ne pas commettre d'erreur avec Lorenzo Colombo à bord de la LMP2 numéro 9. L'équipe Prema qui fait ses débuts d'ailleurs en LMP2 cette saison, et devant, attention, peut-être un prochain changement de leader avec Sébastien Buemi là qui a bloqué les roues au freinage de la chicane. Il commence à se faire pressant. Il sent qu'il veut absolument doubler cette Glickenhaus, parce qu'il sent que s'il a un air propre, c'est-à-dire que s'il le double, il va être capable d'aller plus vite. Et que pour l'instant, il est gêné par la Glickenhaus qui lui augmente ce sous-virage dont il se plaint depuis tout à l'heure. Et il sait très bien que s'il arrive à doubler, il pourra aller plus vite. Et puis il a la pression de la numéro 7 juste derrière lui, qui elle aussi se fait pressante.
rassure. Hein. Il dit que pour l'instant, tout va bien. Buemi, il va réussir à doubler. Ouais, et là, voilà, ça y est, ici, au combe. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et c'est passé. Changement de leader pour la première fois depuis le départ. Donc la Glickenos n'est plus en tête de la course. C'est Sébastien Buemi qui prend les commandes de l'épreuve. Et attention à la Glickenos, hein, parce que se profile derrière une autre Toyota avec Mike Conway. Elle est prise en sandwich là maintenant, la voiture américaine. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que les Toyota, hein, elles ont ce moteur électrique en plus qui leur donne 4 roues motrices par moment, ce qui limite la dégradation des pneumatiques, même si la voiture est plus lourde, ce qui n'est pas le cas de la Glickenhaus. Donc c'est normal qu'on est maintenant à... On a fait 36 minutes de 36 minutes de course, donc on va pas être loin du premier arrêt pour la Glickenhaus. Et du coup, bah voilà, fin de relais un petit peu plus compliqué pour cette voiture, c'est normal. La Toyota, elle, au contraire, sur la fin de ce relais, commence à être performante. C'est Rui Andrade là, qui mais... était obligé de rentrer au stand. Voilà pourquoi ça avait bougé là sur notre classement dans cette catégorie LMP2. Il a eu la chance de crever à cet endroit-là parce que s'il rentre dans le Blanchimont dans le deuxième à fond avec ce pneu, c'est plus la même, c'est plus le même problème. Alors, ce qui va être intéressant de suivre maintenant, c'est voir si l'Alpine arrive à revenir sur la Glickenhaus. Hop, attention ici. La Ferrari. Bon, sur l'extérieur, il va essayer Mike Conway, c'est osé, c'est audacieux et ça passe. Bien joué. Petite touchette peut-être même à la sortie de la chicane. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Peut-être il va tenter. Il va essayer de répliquer au niveau du freinage de l'épingle de la source. Mais attention, il y a une Ferrari devant. Soit ne pas tout perdre non plus. On est encore tôt dans la course, seulement dans la première heure. Beaucoup d'actions durant la pub. Si vous étiez avec nous sur l'application sur eurosport.fr, on a assisté au changement de leader avec Sébastien Buemi qui a doublé Olivier Pla. Et là, il y a quelques instants, il y a à peine 20 secondes, Mike Conway avec la deuxième Toyota, la numéro 7, qui a pris l'avantage de manière magnifique. Paul Belmondo au niveau du freinage de la chicane. On va revoir cette action. Ça a débuté à l'extérieur pour le pilote Toyota. Il a insisté ici à l'extérieur, il est resté et du coup voilà, Olivier Pla s'est trouvé un petit peu gêné par la Ferrari. Il a pu doubler et ensuite Olivier Pla a voulu repasser à la source, mais c'est lui qui a été gêné à nouveau par la Ferrari. C'est normal, hein, et là ici, regardez, hop, il est venu le passer. Voilà, il s'est retrouvé à l'intérieur ici. Ensuite, Olivier Pla s'est placé à l'aspiration, pensant qu'il allait pouvoir le redoubler au freinage de la source. Mais ça n'a pas pu être le cas, parce qu'il a été légèrement gêné par la Ferrari, qui elle aussi était à l'extérieur, donc il n'a pas pu croiser derrière. Franck, on les sentait de plus en plus menaçantes, ces Toyota. Là, on voit sur la fin de ce premier relais que la Glickenhaus c'est un peu plus en difficulté là après une demi-heure de relais. Oui, mais de toute façon depuis le début de la course ils sont plus rapides. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux voitures qui restent vraiment collées comme cela, voilà, c'est que vous êtes plus rapide. Sinon vous prenez un peu de distance, vous êtes dans le dur, vous tapez un peu dans les pneus et là on les sentait un petit peu plus faciles et ils ont pu faire leur action comme ils le souhaitaient. Et d'ailleurs vous allez voir, quand je vous dis plus rapide, vous allez pouvoir voir maintenant la différence en temps au tour. Le rythme de course des Toyota va augmenter. Ouais, donc on a dit à D'Acosta peut-être de faire le box tout de suite, mais il regardait la conso, voir s'il peut aller tirer un tour de plus. Hein. Vous savez, c'est très important hein, dans cette catégorie, c'est très serré. Puisque depuis tout à l'heure, hein, ils sont les uns derrière les autres en catégorie LMP2, comme c'était le cas en hypercar, sauf que là vous avez 5 voitures. Mais là, on va voir si D'Acosta va s'arrêter. On assiste aux premiers arrêts au stand dans la catégorie LMP2. Ça a été le cas notamment pour AF Corse. Vous avez aperçu furtivement dans les stands Alessio Rovera, qui était l'auteur de la pole position en LMP2 et qui a pris le départ à bord de la AF Corse numéro 83. Et c'est désormais François Perraudot d'ailleurs, le pilote français, qui a pris place à bord de la LMP2 AF Corse. Là, on a le retour au stand, Paul, de la WRT et de la Prema. Ouais, en fait, le seul qui ne s'est pas arrêté pour l'instant, c'est le leader, c'est D'Acosta. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait tenter de faire un tour de plus que les autres. L'autre, le United derrière, vous avez quasiment les 6 premiers de la catégorie LMP2 qui se sont arrêtés, sauf le leader pour l'instant, D'Acosta, qui tente le coup de poker de faire un tour de plus. United Autosport également dans les stands. United Autosport vainqueur lors des 1000 miles de Sebring, avec notamment un jeune pilote de 16 ans, Joshua Persson, qui s'est imposé. Il avait 16 ans et 30 jours à ce moment-là, au moment de s'imposer à Sebring. C'est
c'est assez fort quand même de gagner à 16 ans en WEC, en championnat du monde d'endurance, alors qu'à cet âge-là, les pilotes sont souvent engagés en monoplace. Ouais, ils sont engagés plutôt en F4, voire en F3, mais en tout cas pas plus haut que ça. Et c'est des autos compliquées à gérer, hein. Une LMP2, ça va très vite, c'est des voitures qui sont assez lourdes, beaucoup de trafic, il faut être très concentré, il faut gérer le trafic de ceux qui vous doublent en hypercar, de gérer le trafic des GT, de la bagarre. Donc à 16 ans, c'est vraiment preuve d'une grande maturité de la part de ce genre de pilote. C'est une très très belle performance. Ouais, et puis le gros avantage, si je peux me permettre, c'est que vous partagez un volant à 3, donc automatiquement vous arrivez aussi à communier avec vos deux équipiers qui peut vous apporter beaucoup plus de choses que quand vous êtes au volant d'une monoplace où vous avez que vos acquis et éventuellement ceux de vos concurrents directs qui sont dans la même équipe. Donc là, automatiquement, quand vous êtes un jeune pilote avec un peu de talent, eh bien, ça peut vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Et du côté de Jota, on continue la tactique agressive, hein, puisqu'ils ont dit qu'il va rentrer pour faire de l'essence, et que de l'essence, ils ne vont pas changer les pneumatiques. Donc vraiment, en tout cas, un début de course agressif de la part du team Jota. Alors est-ce qu'ils pensent qu'il va y avoir de la pluie? Et je ne sais pas. Ils perdent le moins de temps possible sur cet arrêt, puisqu'il peut-être le prochain va être interrompu par de la pluie, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, politique très agressive. Voilà, il est au stand. Voilà, il est là. Alors que l'autre voiture de l'équipe, puisqu'il y a deux voitures engagées par cette équipe britannique, l'autre voiture s'était arrêtée déjà il y a quelques tours, hein. L'autre voiture de l'équipe Jota. Il y a aussi deux voitures engagées par l'équipe américaine United Autosport. D'ailleurs, dans cette catégorie LMP2, on va regarder, mais il me semble que maintenant, toutes les voitures se sont arrêtées. Ouais, c'est le cas dans la catégorie LMP2. Les 15 protos engagés dans cette catégorie sont tous passés dans les stands pour effectuer le premier ravitaillement. Alors, il y en a quelques équipes qui ont changé de pilote, mais pas toutes. On va voir si Antonio Félix d'Acosta repart. Je pense, à partir du moment où il faisait que de l'essence et qu'il ne changeait pas les pneumatiques, à mon avis, d'Acosta va rester dans l'auto. Là, vous avez la carte météo. Hein, il y a ça, c'est pour Franck Lagorce, la carte météo. Ouais, on va laisser Monsieur Météo nous expliquer ce qui est en train de se passer en bas de l'écran. Mais les nuages sont en train de s'éloigner, non? Oui, normalement, ils annoncent pas de pluie pour la fin. Mais bon, encore une fois... Mais ça pourrait revenir. On va rester aux aguets, on va surveiller ça sur les radars. On est à Spa. C'est ce que je voulais finir ma phrase. Encore une fois, on est à Spa. Et c'est ça le vrai problème ici, c'est que à Spa, c'est pas pareil. Oui, même au mois de juillet d'ailleurs pour les 24 heures de Spa, même en plein été, souvent on voit de la pluie, on va même voir parfois des déluges. On a déjà vu la course aux 24 heures de Spa être arrêtée à cause de la pluie. Donc c'est vrai que c'est pas finalement une surprise de voir une possible pluie. Alors que là on a Alessio Rovera qui lui est reparti visiblement en piste. On a vu cette incrustation, une possible intervention au niveau de la radio pour le pilote italien, mais là en piste on est avec l'équipe WRT et l'équipe Prema. Ces deux équipes sont reparties l'une derrière l'autre en bagarre pour la deuxième place, avec toujours Sean Gelael et Lorenzo Colombo en bagarre. On n'a pas changé de pilote. Alors c'est toujours les mêmes. United Motorsport avec toujours William Hollen, et par contre c'est François Perrodo, lui, qui a pris le volant dans la LMP2, et c'est sûr dans cette catégorie Pro-Am LMP2, bien sûr la tactique du choix, à quel moment on va mettre le pilote amateur dans la voiture est très importante. Donc là on a décidé du côté de chez AF Corse de mettre François Perrodo à ce moment-là de la course. Donc forcément la voiture risque de rétrograder un petit peu. Et voilà, on va dans les stands dans l'équipe AF Corse avec Alessio Rovera qui a donc laissé le volant à François Perrodo dans la LMP2 de l'équipe italienne. Comment s'est passé le départ? Oui, le départ s'est bien passé. Ensuite, j'ai commencé à voir les Toyota partir. Après le rouge, on a perdu quelques positions à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai un peu souffert au niveau du rythme, notamment par rapport à Gelael. Mais la course est encore longue. On va essayer de conserver un bon rythme. Mais vous savez, il reste encore 5 heures, donc c'est encore très long. On a vu lors des essais que vous aviez un bon rythme. Je pense que les réglages sont différents. Les sensations avec la voiture sont différentes.
C'est un peu plus différent à piloter là en course pour l'instant la voiture. Mais on va devoir attaquer. Pouvez-vous nous parler du surnom de votre patron? Vous savez, c'est le patron, donc je ne vais pas dire grand-chose. C'est le boss, il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est sympa, ils ont mis des surnoms pour chaque pilote. Starsky et Hutch. Alors attention, hein, quand je disais que François Perrodo, ils allaient rétrograder, c'est parce que c'est l'amateur de cet équipage-là et qui peut se retrouver confronté à deux autres pilotes qui sont des pros. Ça n'a rien à voir avec la qualité de pilotage de François qui est très très bonne avec tout ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce moment-là de la course, ils ont fait le choix de le mettre lui au volant plutôt que de laisser Rovera continuer à rouler devant. Donc tout ça se rééquilibrera. Et au contraire, hein, François Perrodo fait bien sûr du super boulot. Hein. François Perrodo, voilà, qui est le pilote bronze de l'équipage. Ses deux coéquipiers, Niklas Nielsen et Alessio Rovera, sont pilotes gold. Hein. Ça, c'est les catégories de pilotes dans la catégorie LMP2. C'est vrai qu'on va parler de gentleman driver parce que c'est plus qu'un amateur finalement. François Perrodo, il a un excellent niveau. On rappelle que dans la vie, il a un métier. Hein. Il est chef d'entreprise dans l'industrie pétrolière. Voilà. Donc sanction contre la Aston Martin numéro 98, l'Aston Martin, pour avoir été à l'origine donc de cette collision avec la Ferrari. Ouais, c'est normal, quand vous tapez par l'arrière comme ça, comme il vient de le faire, c'est sûr que vous allez vous retrouver sanctionné. Some light drops at times, but track should remain clear. Expecting at turns 15, 16. Okay. Voilà, donc on annonce une possible goutte d'eau au virage 15, 16, 17. Donc légère, ils disent peut-être juste un tout petit peu de patinage à l'accélération pour l'instant, rien de bien grave. Mais comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est un grand classique pour Spa. Ça, c'est toujours comme ça, c'est comme au Mans. Vous pouvez avoir en haut du circuit vers les combes justement de l'eau et puis pas en avoir à la source, ou le contraire, avoir de l'eau à la source et rien du tout aux combes. Donc voilà, donc c'est grand classique de ce circuit comme sur le circuit de la Sarthe. Il peut pleuvoir devant les stands et ça peut être sec dans les Hénaudières et ainsi de suite le contraire. Voilà, Sébastien Buemi parle d'éventuellement quelques gouttes de pluie dans certains virages. Les mêmes. En fin de circuit. Ouais, les mêmes. Du tour. Ouais, on parle de nouveau de ces virages 16-17, donc on prévient les pilotes. Alors là, il parlait plutôt de la traction, aussi pour pas qu'ils se fassent piéger sur un freinage. Et puis comme voilà, ce que vous voyez ici, de nouveau ces bacs à sable. Maintenant, s'il bloque et il sort trop large, il peut aller se planter dans le bac à sable et devoir attendre qu'on vienne le sortir, ou ici par exemple. Donc ça change beaucoup de choses. Pour ça, là on voit ces petites gouttes, voilà, c'est dans ces virages là ici où on attend justement de la pluie, donc on leur dit de faire attention et de ne pas se faire piéger. Alors la LMP2 toute jaune, elle est facile à identifier, c'est celle de l'équipe Penske. On continue de suivre l'évolution de cette course. On va bientôt terminer la première heure en compagnie de Paul Belmondo au commentaire. On retrouvera un petit peu plus tard Franck Lagorce et Gilles Delaposta, puisqu'on va se relayer bien sûr tout au long de l'après-midi pour vous faire vivre ces 6 heures de Spa-Francorchamps. Et donc on voit cette LMP2 toute jaune de l'équipe Penske qui va ensuite engager les Porsche dans la catégorie hypercar. On sait que ça va être le team d'exploitation, l'équipe américaine. D'ailleurs, il y a déjà eu le début des essais pour le constructeur allemand qui a fait le choix de la réglementation LMDH avec donc un châssis multimatique, et Porsche qui a débuté assidûment les phases d'essai depuis le début de l'année 2022. On voit notamment les pilotes officiels comme Dan Cameron qui ont roulé. C'est le cas aussi de Kevin Estre qui a effectué quelques essais à bord de la Porsche. Oui, il prépare le programme de deux manières différentes. Ici, avec Penske qui revient dans ce championnat pour prendre bien sûr le maximum d'infos sur les circuits, sur les voitures, sur leurs pilotes, habituer leurs pilotes à se battre en course. Et puis de l'autre côté, en essai privé avec cette voiture en catégorie LMDH. Donc vous avez deux catégories en hypercar, mais voilà, donc le choix de Porsche est celui-ci. Et ils seront prêts, tout comme Peugeot, qui eux ont fait le choix de ne pas venir ici à Spa, mais plutôt de
de continuer les essais pour venir seulement en 2023 aux 24 heures du Mans et pas cette année en 2022. Ah, il est intéressant là ce duel en piste. On retrouve Emmanuel Collard face à François Perraudot dans la catégorie LMP2. Emmanuel Collard qui roule pour cette équipe Penske avec Felipe Nasser et Dan Cameron. Là c'est quand même un sacré volant qu'il a récupéré, Emmanuel Collard. Oui, mais c'est un pilote d'expérience, donc je pense que c'est important pour l'équipe d'avoir un pilote comme Manu Collard. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il a roulé, tout ce qu'il a gagné, parce que s'il a un palmarès tellement extraordinaire. Mais c'est la raison pour laquelle sûrement Manu est là, parce que voilà, c'est vraiment un bon pilote d'expérience. Il va pouvoir justement les aider à progresser, même si Penske n'a pas besoin de progrès vu leur palmarès. Allez, la pub sur Eurosport 2 et n'oubliez pas, vous pouvez continuer de nous suivre pendant la pub sur l'application Eurosport. À tout de suite. Elle est là, la bagarre en piste pour l'instant dans la catégorie LMP2. Sean Gelael face à Lorenzo Colombo. On avait déjà vu très performant, très rapide à Sebring, Lorenzo Colombo. L'équipe Prema qui va découvrir les 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. On aura une catégorie avec énormément d'engagés. Il y aura 27 LMP2 dans la Sarthe dans 5 semaines. Pour les 24 heures du Mans, week-end des 11 et 12 juin, on vous le rappelle, on vous fera vivre toute cette semaine du Mans avec les essais et la course bien évidemment en direct. Et on a vu la première tentative d'attaque là pour Lorenzo Colombo. C'est pas passé face au pilote indonésien. Et la Toyota qui se sont envolés pour l'instant, puisque maintenant la Glickenhaus c'est à 12 secondes de la tête, 6 secondes devant l'Alpine qui est quatrième de cette catégorie. C'est toujours la numéro 8 qui est en tête et 2 secondes 4 derrière la numéro 7 avec Mike Conway. Et en GT, eh bien c'est toujours la Porsche de Kevin Estre qui mène la course, 4 secondes derrière la Corvette et 5 secondes 6 derrière les deux Ferrari qui sont à l'affût juste derrière. On revoit la pole, ce freinage de Lorenzo Colombo à l'intérieur qui n'a pas osé insister. C'est vrai que c'est compliqué à ce moment de la course de tout tenter et pourquoi pas de ruiner la course de l'équipe, alors que là on était dans les stands avec la Glickenhaus qui vient de faire son premier arrêt ravitaillement qu'avant les Toyota. Du coup ça permet à l'Alpine de récupérer la 3e place, donc c'est intéressant. Ça veut dire que c'est la Glickenhaus qui, en tout cas pour l'instant, est celle qui consomme le plus. Donc là, un tour de moins pour l'instant que l'Alpine, et on verra combien de tours de moins que les Toyota. Alors l'équipe Prema sera une des 4 équipes à participer pour la première fois aux 24 heures du Mans. Il y aura donc en plus de l'équipe Prema en LMP2 l'équipe Vector Sport dans laquelle roule Sébastien Bourdet. Et il y aura aussi l'équipe CD Sport. Et c'est toujours Olivier Plat qui est volant de la Glickenhaus. Et maintenant il y a 17 secondes de retard pour l'Alpine face à la meilleure des deux Toyota. D'ailleurs les deux Toyota sont quasiment l'une derrière l'autre, il n'y a que 2 secondes d'écart à l'avantage de Sébastien Buemi sur Mike Conway.